Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux véritables moteurs de notre monde industriel. Ces géants souvent méconnus qui fabriquent en silence tout ce qu'on utilise au quotidien. On parle bien sûr des réacteurs chimiques. La question est simple, mais la réponse, elle, se cache au cœur de la chimie industrielle. Tout est une histoire de transformation de la matière. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on se lance. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut d'abord poser les bases, maîtriser les termes. On va commencer par la vision la plus large pour zoomer petit à petit sur le cœur du sujet. Alors, un procédé, qu'est-ce que c'est au fond? Eh bien, c'est la recette complète de fabrication, de A à Z. C'est un peu comme le plan directeur de toute l'usine. Ça englobe absolument chaque étape, chaque machine, chaque transfert de matière. C'est vraiment la stratégie globale pour passer d'un ingrédient de base au produit final. Ok, donc si le procédé c'est la recette entière, l'opération unitaire c'est une instruction précise de cette recette. Chauffer, mélanger, filtrer, séparer. Chacune de ces actions est une brique essentielle qui, assemblée avec d'autres, constitue le procédé. Et on y arrive, la star de notre discussion, le réacteur. C'est là que la magie opère. Ce n'est pas juste une étape parmi d'autres, c'est le moment clé où la matière change de nature, où elle se transforme en profondeur. C'est véritablement le cœur battant de toute l'installation. Bon, mais alors comment est-ce qu'on conçoit ces cœurs industriels? On ne se jette pas tête baissée dans la complexité du monde réel. Non, on commence par une idée, un concept pur, le modèle idéal. Le réacteur idéal, c'est une version de laboratoire parfaite, purement théorique. Imaginez, pas de frottement, un mélange qui se fait instantanément, des conditions de rêve. Pourquoi faire ça? Parce que pour construire quelque chose de complexe et qui fonctionne, il faut d'abord maîtriser les principes de base dans leur forme la plus simple. Et le tout premier principe de ce modèle idéal, c'est une règle qu'on connaît bien. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. En ingénierie, ça porte un nom, le bilan matière. Le principe est simple en fait, c'est juste de la comptabilité. On doit être capable de suivre chaque molécule. Qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui se transforme et qu'est-ce qui sort. C'est la loi fondamentale qui gouverne absolument tout ce qui se passe à l'intérieur. Il n'y a pas d'échappatoire. D'accord, on a notre modèle de base. Mais comment savoir s'il est efficace? Comment on juge si un réacteur fait bien son travail? Pour ça, il nous faut des indicateurs de performance, des métriques claires. L'indicateur numéro 1, c'est la conversion. On la note X. C'est tout bête, c'est le pourcentage de notre matière première qui a bien été transformée en produit. C'est un peu la barre de progression de notre réaction chimique. On est à 50%, 80%, 99%. C'est ça que nous dit la conversion. Alors attention, ici on touche à une nuance technique mais qui est super importante, la notion de temps. Prenez une autoroute. Le temps de séjour volumique, c'est le temps théorique qu'il faudrait pour la traverser s'il n'y avait personne. C'est une valeur de calcul. Le temps de séjour moyen, en revanche, c'est le temps réel qu'on met, avec le trafic, les ralentissements. C'est ce que les molécules vivent vraiment dans le réacteur. Et la différence entre les deux, elle est cruciale pour comprendre ce qui se passe. Parmi toutes les variables qu'on peut contrôler, il y en a une qui est reine, la plus importante et souvent la plus compliquée à gérer, la température. Maîtriser la chaleur, c'est le grand défi de la conception d'un réacteur. La première stratégie, c'est ce qu'on appelle le mode isotherme. L'objectif ici est simple et direct, on veut garder la température de la réaction parfaitement constante. On va donc continuellement ajouter ou retirer de la chaleur pour que ça ne bouge pas d'un poil. La deuxième approche, c'est tout le contraire, le mode adiabatique. Là, on isole le réacteur du monde extérieur, comme dans un thermos parfait. Aucune chaleur ne peut entrer ou sortir. La température de la réaction, eh bien, elle fait sa vie, elle évolue librement en fonction de la chimie pure. Et enfin, il y a le mode isopéribolique. C'est souvent le cas le plus proche de la réalité. On contrôle la température de l'environnement immédiat du réacteur, par exemple une double paroi, mais à l'intérieur, la température de la réaction, elle, va fluctuer en fonction de ce qui se passe. Alors, pourquoi se compliquer la vie avec tous ces modes? Parce que le contrôle de la température, c'est la clé pour optimiser le résultat. C'est la recherche permanente du sweet spot, le point de fonctionnement parfait pour obtenir le meilleur rendement. Dans les cas les plus simples, pour une réaction qui ne va que dans un seul sens, la logique est implacable, plus on chauffe, plus ça va vite, et plus c'est complet. La stratégie est donc simple, on pousse la température au maximum de ce que la technologie nous permet. Mais bien sûr, ça se complique. Pour une réaction réversible qui consomme de la chaleur, augmenter la température, c'est bien, mais seulement jusqu'à un certain point. On finit par heurter un mur, une limite d'équilibre. On ne peut pas aller plus loin, même si on chauffait à l'infini. Et voici le cas le plus subtil et le plus fascinant.
Pour les réactions qui, elles, produisent de la chaleur, il existe une température optimale, un pic d'efficacité. Si on chauffe trop, paradoxalement, le rendement s'effondre. C'est aussi mauvais que de ne pas chauffer assez. Tout le génie de l'ingénieur consiste à trouver et à maintenir cet équilibre parfait. On a vu les modèles parfaits, les stratégies pour tout optimiser. Il est temps de revenir sur Terre et de faire le pont entre ce monde idéal de la théorie et la réalité bien plus complexe du terrain. Le message à retenir, c'est celui-ci. Les modèles idéaux ne sont pas la fin de l'histoire. Ils sont le point de départ, la boussole absolument indispensable pour pouvoir s'orienter dans le désordre du monde réel. Le véritable art de l'ingénierie, c'est justement de savoir comment adapter ce plan parfait à une réalité qui, elle, est pleine d'imperfections. Et ça nous amène à une question bien plus large. En dehors de la chimie, que ce soit en physique, en économie ou même dans nos relations, où est-ce qu'on utilise ces versions simplifiées de la réalité pour essayer de comprendre et de naviguer dans un monde complexe? C'est une réflexion assez profonde sur la manière même dont on pense. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce voyage